Mon père n'a pas fait exprès de laisser la ligne ouverte. J'avais appelé depuis la cuisine de ma grand-mère pour demander un détail administratif quand le froissement de sa veste a retenti dans le combiné, suivi de la voix de ma mère, puis de la sienne, claire comme de l'eau de roche. C'est un fardeau, elle l'a toujours été. Je me suis figée, les mains encore posées sur le tiroir que je fouillais. Il riait, discutant de projets que je n'étais jamais censée entendre, des projets qui tournaient autour de la maison que ma grand-mère m'avait léguée. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas rappelé, je suis restée silencieuse, juste assez longtemps pour décider exactement comment cette histoire allait se terminer. En grandissant, j'ai vite appris que l'amour dans notre foyer était soumis à des conditions. Notre maison était située dans une ruelle étroite d'une banlieue dortoir un peu grise, avec sa peinture écaillée, ses murs fins et une table de cuisine bancale, peu importe combien de fois mon père coinçait du carton sous le pied. Gérard et Chantal appelaient ça un foyer, mais je ne m'y suis jamais sentie chez moi car chaque dispute, chaque porte de placard claquée, chaque rappel de leur sacrifice s'imprégnait dans le parquet comme une odeur de tabac froid. Tu crois qu'on a de l'argent à jeter par les fenêtres, aboyait mon père dès que j'avais besoin de quelque chose pour l'école, estime-toi heureuse qu'on te loge. Je l'étais, ou du moins j'essayais, mais chaque vendredi après-midi, je guettais l'horloge jusqu'à pouvoir m'échapper chez Mamie Solange à l'autre bout de la ville, une rue calme, une grande véranda et un jardin qui sentait toujours la lavande et la terre chaude. Elle m'accueillait à la porte avec une étreinte sincère et me demandait comment s'était passée ma semaine comme si la réponse comptait vraiment. Sa maison était une bouffée d'oxygène après avoir passé la semaine en apnée. Là-bas, j'ai appris que la douceur n'était pas une faiblesse, que le silence n'avait pas besoin d'être coupant, elle m'a appris à planter des fleurs, à gérer un budget, à construire une vie pierre par pierre au lieu d'en vouloir au monde entier. Tu es capable, Manon, disait-elle, ne laisse personne te convaincre du contraire. Lorsqu'elle est décédée subitement, le chagrin m'a vidé, mais la lecture de son testament a secoué tout le monde, elle m'a laissé la maison, une propriété entièrement payée d'une valeur de près de 750 000 €, et a laissé à mes parents une petite somme d'argent qu'ils ont brûlée en quelques semaines. Après cela, ils ont commencé à appeler ma maison la maison de famille, comme si l'acte de propriété n'était qu'une suggestion. Ma mère parcourait les pièces en critiquant les couleurs de peinture que j'avais choisies, mon père a traîné son vieux fauteuil inclinable dans le salon et l'a planté là comme un drapeau. Je me disais qu'ils étaient en deuil, que les laisser rester un peu était la chose à faire, mais qu'un peu est devenu des années. Ils n'ont jamais contribué d'un centime aux factures ou à l'entretien, mais ils avaient toujours des avis, parlaient de rénovation que je n'avais jamais acceptées et lançaient des allusions sur la façon dont certaines familles partagent tout. Lorsqu'ils ont planifié leur voyage de rêve aux Seychelles, ils ont même suggéré d'utiliser la valeur de la maison pour le financer. Tu t'en sors bien, a dit ma mère légèrement en raclant son assiette, il est temps de renvoyer l'ascenseur. Je n'ai pas pris de prêt pour eux, mais j'ai payé la majeure partie de leur voyage par culpabilité, une habitude si ancrée qu'elle ressemblait à de l'instinct. Ils ont quitté le pays tout sourire, enveloppés dans des écharpes neuves, promettant des souvenirs. Je suis restée à la maison, essayant de croire que la générosité n'était pas la même chose que de se faire exploiter. Le jour où tout a basculé était si ordinaire que cela ressemblait presque à une blague. J'avais passé la matinée à faire visiter des biens immobiliers et je suis rentrée chez moi pour trouver une fuite sous l'évier de la cuisine, une petite fuite que mon père avait juré avoir réparée des mois plus tôt. J'avais besoin de la garantie du robinet, l'une des rares choses qu'il avait installées lui-même, alors je l'ai appelé, juste une question pratique, rien qui n'aurait dû faire exploser ma vie entière. Il a répondu depuis un endroit bruyant, bruit de verre, rire, on va dîner, a-t-il dit, l'air irrité que je l'interrompe, regarde dans le tiroir du bureau, ça doit être sous le dossier cuisine. Je l'ai remercié, lui ai dit de profiter de sa soirée, il a grommelé quelque chose d'incompréhensible, puis il y a eu le froissement de tissu et la voix étouffée de ma mère. J'ai attendu le clic de fin d'appel, mais au lieu de cela, j'ai entendu ma mère demander « C'était qui, Manon ?» Il a prononcé mon nom comme si cela l'épuisait, oui, toujours un problème avec la maison. J'ai retenu mon souffle, il n'avait pas raccroché. Eh bien, a soupiré ma mère, c'est ce qui arrive quand on lui donne une maison qu'elle n'a pas méritée, ta mère aurait dû nous la laisser, nous l'aurions utilisée intelligemment. J'ai agrippé le bord du comptoir, ma grand-mère m'avait fait confiance, elle savait exactement ce qu'elle faisait, et les entendre réécrire cette vérité m'a griffé l'âme. La voix de mon père s'est durcie, une fois rentré,
on va la faire asseoir pour discuter de notre retraite, elle doit comprendre que cette maison est notre avenir, c'est ridicule que ce soit seulement à son nom. Ma poitrine s'est serrée, j'avais toujours soupçonné qu'ils enviaient ma propriété, mais je n'avais jamais imaginé qu'ils avaient un plan. Ma mère a baissé la voix, mais pas assez, elle culpabilise si facilement, pousse un peu, elle signera tout ce qu'on veut, par-lui des dettes et des crédits, ça marche à tous les coups. Mon estomac s'est noué, ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de la stratégie. Et si elle résiste, a continué mon père nonchalamment, rappelle-lui ce qu'on a sacrifié pour elle, elle nous doit ça, l'année prochaine l'acte de vente aura nos noms dessus. Mes oreilles bourdonnaient, ma vision s'est rétrécie, mais il n'avait pas fini. Elle a toujours été un fardeau, a dit mon père, comme s'il disait enfin tout haut la vérité qu'il retenait depuis des années, dès l'instant où elle est née. Le rire qui a suivi, le sien d'abord puis le sien, a cassé quelque chose net en moi, comme un os qui rompt. Je ne me souviens pas avoir raccroché, je me souviens seulement d'avoir glissé sur le sol, le dos contre les placards, le robinet qui goûtait battant un rythme lent pendant que le poids de chaque souvenir se réorganisait, chaque choix critiqué, chaque culpabilisation, chaque rappel de sacrifice, rien de tout cela n'avait été de l'amour, c'était un levier de manipulation. J'ai repassé leurs mots en boucle jusqu'à ce que l'humiliation se transforme en colère, puis la colère s'est aiguisée en clarté, s'ils me voyaient comme un fardeau, alors je ne leur devais rien. J'ai essuyé mon visage, je me suis levée et j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je n'ai pas crié, je ne les ai pas confrontés, je n'ai pas envoyé de message, j'ai fait quelque chose de bien plus dangereux à leurs yeux, j'ai commencé à planifier. Pendant 3 jours, j'ai bougé comme une ombre dans ma propre vie, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade car je ne pouvais pas faire confiance à ma voix. Chaque fois que j'essayais de faire du café, mon esprit répétait la même phrase, elle a toujours été un fardeau, dit nonchalamment. Le 4e matin, la torpeur s'est brisée, j'ai ouvert mon ordinateur et tapé un nom, Maître Valérie Harel, une avocate spécialisée en droit immobilier avec qui j'avais travaillé, le genre de personne précise qui ne scie pas face aux dynamiques familiales compliquées. Valérie n'a pas réagi quand je lui ai dit que la maison était uniquement à mon nom, elle n'a pas réagi quand j'ai expliqué que mes parents y vivaient gratuitement depuis des années, mais quand j'ai répété les mots entendus au téléphone, sa mâchoire s'est légèrement serrée. Vous n'avez aucune obligation légale de loger vos parents, a-t-elle dit, la propriété est à vous, leur résidence ne leur donne aucun droit de propriété, et si vous voulez mettre fin à cet arrangement, documentez tout et ne les prévenez pas avant d'être prête. Ces mots, simples et factuels, m'ont fait l'effet d'une fenêtre ouverte dans une pièce où j'étouffais sans le savoir. Cet après-midi-là, j'ai appelé Eric, un collègue qui m'avait toujours traité d'égal à égal, j'ai besoin d'une vente discrète, pas d'annonce, pas de panneau, rapide. Il n'a pas demandé pourquoi. Je connais 2 acheteurs potentiels qui cherchent dans ton secteur, on peut viser 780 000 € si le timing est bon. C'était exactement le chiffre dont j'avais besoin. Une fois les dominos en place, j'ai agi vite. J'ai parcouru chaque pièce avec un carnet, créé en 3 catégories, à moi, à eux, incertain. Je ne voulais aucune accusation plus tard. Des cartons formaient des rangées nettes sur le parquet, mes affaires étiquetées pour le déménagement, les leurs empilées séparément avec un plan déjà formé dans mon esprit. J'ai loué un garde-meuble à leur nom et payé 6 mois d'avance, j'ai organisé une équipe de déménageurs pour tout transférer le jour même. Mes propres affaires seraient livrées dans un appartement meublé à 2 heures de route. Puis vint le reste de la logistique, nouvelle banque, mot de passe mis à jour, nouveau numéro de téléphone, nouvel email. Chaque tâche ressemblait à la coupure d'un fil qui m'avait attaché à mes parents toute ma vie. La dernière nuit avant l'arrivée des déménageurs, j'ai marché lentement dans la maison. Les murs vides résonnaient d'une manière qui rendait l'endroit étranger. Dans le jardin, les fleurs que mamie Solange m'avait appris à planter commençaient juste à s'ouvrir. Je me suis accroupie, touchant un pétale, je ne suis pas le fardeau que vous croyez, ai-je chuchoté, incertaine si je parlais à eux ou si je me faisais une promesse. Le lendemain matin, quand le camion s'est éloigné avec mes cartons, je ne me suis pas retournée. J'avais disparu calmement, légalement, complètement. Mes parents ont atterri un jeudi après-midi doux du début de l'automne, le genre de jour où le soleil est bas et l'air sent les feuilles sèches. Je connaissais leur horaire de vol car ils me l'avaient envoyé des semaines plus tôt, s'attendant à ce que je vienne les chercher. Je les imaginais sortant de l'avion, rafraîchis par les visites et les croisières,
tirant des valises couvertes d'autocollants. Il n'avait aucune idée du monde dans lequel il revenait. À exactement 16h12, mon ancienne voisine, Madame Dupont, m'a envoyé un simple texto, « Ils sont là ». J'étais assise dans ma voiture devant mon nouvel appartement, à 2 heures de là, les mains serrées sur le volant. Je n'avais pas besoin d'être à la maison, je savais exactement ce qui se passait, ils allaient entrer dans l'allée en riant encore de leur voyage, remarquer que ma voiture n'était pas là et supposer que je faisais des courses, porter leurs bagages jusqu'à la porte d'entrée, jonglant avec des sacs de souvenirs que j'avais indirectement payés. Puis Gérard sortirait sa clé, la glisserait dans la serrure, la tournerait et n'entendrait rien d'autre qu'un déclic vide et inutile. Cette image m'a calmée. Plus tard, Madame Dupont m'a appelé, j'ai décroché à la première sonnerie. Manon, il perd de la tête, chuchota-t-elle en essayant de ne pas rire, ton père a essayé la clé 4 fois, ta mère tape à la porte comme une forcenée. Je pouvais l'imaginer si clairement, leur incrédulité se transformant en confusion, puis en colère. Qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ai-je demandé calmement. Ils font le tour de la maison, vérifient les fenêtres, ton père crie que tu as dû changer les serrures sans permission. Manon, ma chérie, c'est du spectacle. C'était seulement le début. 1 heure plus tard, j'ai reçu mon premier message vocal, Manon, qu'est-ce qui se passe ? La clé ne marche pas, rappelle-moi immédiatement. Le suivant, de ma mère, est arrivé 5 minutes plus tard, chérie, ça doit être un malentendu, on s'inquiète, où es-tu ? Pourquoi la maison est vide ? Appelle-nous s'il te plaît. Pas une once de remise en question, juste le choc que le monde ne se plie pas à leurs désirs comme d'habitude. Puis est venu le message que j'attendais, on a trouvé ta petite note. Un fardeau a fait ça, vraiment ? C'est censé être drôle ? Tu ne peux pas vendre notre maison dans notre dos, attends-toi à un avocat. Chaque phrase dégoulinait de prétention, confirmant que j'avais fait le bon choix. Ils n'ont pas rappelé ce soir-là, mais je savais qu'ils allaient escalader la situation. À 10 heures le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un message de mon ancien bureau. Tes parents sont là, ils crient, le patron leur a demandé de partir, tu as besoin d'aide ? La chaleur m'est montée au cou, même après tout ça, ils croyaient encore que la honte me forcerait à obéir. J'ai appelé le bureau pour m'excuser et mon patron a dit doucement, prends tout le temps qu'il te faut Manon, ils ne seront plus autorisés à entrer. C'était la première fois que quelqu'un d'autre que ma grand-mère prenait totalement mon parti. Ce soir-là, mon nouveau numéro, que je n'avais partagé avec presque personne, a sonné. C'était la voix de mon père, sèche et bouillonnante de colère contenue, demain, 10 heures, au Café des Arts. Si tu ne viens pas, on retourne à ton travail et on ne sera pas poli. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Mon pouls battait dans mes oreilles mais la peur n'est pas venue, remplacée par une clarté froide. Cette fois, je ne viendrai pas en tant que leur fille, mais en tant que femme qui avait enfin appris à se protéger. Le lendemain matin, je suis arrivée au café avec 15 minutes de retard exprès. L'endroit était bondé, bruit de machine à expresso, tintement de couverts. Un espace public, un espace sûr. Gérard et Chantal étaient assis dans un coin, ma mère semblait plus petite que dans mes souvenirs, mon père plus en colère. Ils se sont raidis en me voyant. Tu as enfin décidé de te montrer, a claqué mon père. J'ai posé mon téléphone sur la table, laissant le geste parler de lui-même. Je suis là, ai-je dit, mais je ne me laisserai pas hurler dessus. Dites ce que vous avez à dire. Ma mère a éclaté, la voix tremblante, pourquoi as-tu vendu la maison sans nous le dire ? C'était notre foyer. Ce n'a jamais été votre foyer, ai-je dit doucement, vous y viviez parce que je le permettais, et vous m'avez remercié en complotant pour me la prendre. Mon père s'est penché en avant, on discutait de notre avenir, tu as tout mal compris. Avant qu'il ne puisse finir, j'ai appuyé sur l'écran de mon téléphone. Leurs voix ont jailli, l'enregistrement a rempli le box du café, c'est un fardeau. Une fois qu'elle aura signé la maison, on est tranquille. Utilise la culpabilité. Elle nous doit ça. La main de ma mère a volé à sa bouche, le visage de mon père s'est vidé de son sang puis a viré au rouge vif. Comment oses-tu nous enregistrer ? Vous m'avez appelé, ai-je coupé, vous avez oublié de raccrocher. J'ai entendu chaque mot et ça m'a montré exactement quelle est ma place dans cette famille. Ma mère a commencé à pleurer,
ses épaules tremblant juste assez pour avoir l'air convaincante. Autrefois, j'aurais cédé instantanément. Plus maintenant. J'ai payé les factures, j'ai entretenu la maison, j'ai financé des vacances que je ne pouvais même pas m'offrir pour moi-même, et vous me voyez toujours comme un fardeau à gérer. Alors voilà ce qui va se passer. Leurs pleurs se sont calmés. J'ai fini. Plus d'argent, plus de soutien, plus de culpabilité. Si vous contactez mon travail à nouveau, je porterai plainte pour harcèlement. Si vous venez chez moi, vous aurez affaire à la sécurité. Si vous continuez, vous parlerez à mon avocate. Tu ne peux pas juste nous couper de ta vie, a sifflé mon père. Je ne vous coupe pas, ai-je dit en me levant, vous m'avez poussé dehors il y a longtemps, je ne fais que m'éloigner. Ma mère a chuchoté, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ça, ai-je dit avec un calme que je ne soupçonnais pas posséder, c'est quelque chose que vous devrez résoudre par vous-même. Pour la première fois, j'ai repris mon téléphone, je l'ai glissé dans mon sac et je suis sorti. Aucun d'eux n'a essayé de me retenir, aucun n'a appelé mon nom. Quand je suis sorti dans l'air frais de l'automne, je ne me suis pas retourné. Dans les semaines qui ont suivi, le silence était presque déroutant. Pas de message, pas d'email, pas d'apparition à mon bureau, juste le calme, lourd au début puis étrangement paisible. J'ai évolué dans ma nouvelle maison de ville comme quelqu'un qui apprend à respirer correctement pour la première fois. L'endroit était plus petit, plus simple, mais chaque coin m'appartenait. Pas de tension persistante, pas de vieux fauteuil trônant devant la télé, pas de bruit de pas qui me nouait l'estomac. J'ai repris le travail avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mes clients l'ont remarqué, mon patron l'a remarqué, même moi je l'ai remarqué. Sans cette fatigue émotionnelle constante, j'avais de l'énergie pour mon travail, pour mes amis, pour moi. La thérapie m'a aidé aussi. Le docteur Brox m'a guidé à travers les années de frontières floues et m'a appris des mots que je n'avais jamais osé prononcer, abus financier, manipulation émotionnelle, culpabilité coercitive. Nommer les choses ne les effaçait pas, mais ça leur enlevait leur pouvoir. Un après-midi, en triant une boîte de vieux dossiers, j'ai trouvé une petite enveloppe avec l'écriture de Mamie Solange. J'avais déjà lu la lettre à l'intérieur, mais cette fois les mots résonnaient différemment. Ne doute jamais de ta valeur, avait-elle écrit, ne laisse jamais personne te prendre ce que tu as gagné. Pour la première fois, je l'ai cru. Quand le centre communautaire local m'a demandé si je voulais animer un atelier pour les premiers acheteurs immobiliers sur la façon de se protéger financièrement, j'ai dit oui sans hésiter. Enseigner aux autres ce que j'avais appris à la dure me donnait l'impression de recoudre quelque chose de déchiré. Je n'étais pas le fardeau, j'étais celle qui avait enfin posé ses valises. Un an après que tout a éclaté, je me tenais dans mon nouveau jardin, plus petit que celui de ma grand-mère, mais fleurissant de la même façon qu'elle me l'avait appris. Le vent était doux, le ciel immense, et pour la première fois, ma vie semblait enfin à ma taille. Je ne sais pas si mes parents changeront un jour et je n'attends pas qu'ils le fassent. La paix n'est pas venue en les réparant, elle est venue en me choisissant moi-même.